Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Disrupted, le podcast sur les perturbateurs endocriniens et leurs effets. Aujourd'hui, on discute des répulsifs à insectes qui sont souvent perçus comme indispensables pour passer un bel été dans certaines régions, mais aussi qui ont un rôle vital contre la transmission de maladies dangereuses dans d'autres régions du monde. Je suis Madeleine et aujourd'hui, je suis accompagnée de mes co-animateurs Coralie, Zabado et Marie-Caroline. On est membre du comité de la relève du CIAP, qui est un réseau qui regroupe des chercheurs clés partout dans le monde afin d'assister les gouvernements, les industries, les OBNL et la population à identifier et à gérer les perturbateurs endocriniens. Donc, la raison pour laquelle aujourd'hui on veut parler de répulsifs à insectes, c'est que les piqûres d'anthropodes, donc une famille du règne animal qui inclut insectes et araignées, sont une cause majeure de maladies et même de mort chez l'être humain. C'est des piqûres qui peuvent provoquer des effets locaux ou sur l'entièreté de l'organisme et qui peuvent être de nature inflammatoire, donc une réaction du système immunitaire, ou encore qui peuvent être de nature infectieuse, donc la transmission d'un virus. Les anthropodes, comme par exemple les moustiques, peuvent transmettre des maladies potentiellement graves comme le paludisme, le virus du Nil, la dengue ou encore la maladie de Lyme. Et les mesures qui visent à réduire l'impact des piqûres de ces insectes sont importantes dans le cadre d'efforts de santé publique déployés à l'échelle mondiale pour protéger les patients et prévenir la propagation de maladies. Aujourd'hui, avec notre podcast, on s'interroge sur comment fonctionnent les composés présents dans la liste d'ingrédients de ces répulsifs et sur leur sécurité. Donc, on voulait commencer par un petit historique rapide des répulsifs à insectes. Selon les historiens, ça fait plusieurs millénaires que les humains tentent de se protéger par divers moyens, comme par exemple des lampes à l'huile de ricin chez les Égyptiens ou des concoctions sur le corps à base de vinaigre chez les Romains. Il y a aussi bien sûr les huiles essentielles, certaines plantes et même la fumigation. Par exemple, l'huile de citronnelle qui aurait été découverte en 1901 aux États-Unis a été utilisé énormément comme répulsif jusque dans les années 40. Et c'est encore évidemment aujourd'hui utilisé dans de nombreuses formulations, malgré ce que son efficacité est maintenant moins reconnue, ou du moins reconnue comme étant inférieure à de nouveaux produits qui ont été synthétisés par l'humain. Le citronnelle était même utilisé pour des produits pour les cheveux, pour lutter contre les puces et les poux. Mais après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont développé un nouveau composé synthétique pour utilisation militaire qui est devenu le répulsif le plus populaire en raison de son efficacité. Et c'est le DEET dont va nous parler Coralie. Bonjour à tous. Alors, le DIT, c'est le petit nom en fait d'un composé beaucoup plus long dont je me risquerai pas à donner le nom en entier parce que je pense que ça intéresse pas forcément tout le monde. Mais pour être simple, comme l'a dit Madeleine, le DIT, c'est un composé donc, qui a été créé dans les années 50 par les militaires, par l'armée, et qui est depuis utilisé, qui est le plus utilisé en fait à travers le monde, principalement en Amérique du Nord, et qui est considéré comme le répulsif à insectes le plus efficace et ayant le plus large spectre. Quand je dis large spectre, c'est un composé en fait qui va pouvoir être efficace contre une large gamme d'insectes. Alors évidemment, ça ne prend pas en compte 100% des insectes qui existent et qui peuvent potentiellement nous impacter, nous piquer, mais c'est quand même celui qui est le plus, pour le moment, qui touche le plus d'organismes. Donc, il est efficace contre les moustiques, les tiques, d'autres arthropodes et il s'applique directement sur la peau ou sur les vêtements, le plus souvent sous forme de spray. Je sais qu'il existe également sous forme de crème. Et en fait, c'est un composé qui va être efficace dès 10 à 35% pour pouvoir créer une protection adéquate. Évidemment, dans des pays ou dans des zones dans lesquelles on est fortement exposé, il est possible en fait d'augmenter cette concentration jusqu'à une concentration de 50%. Au-delà, il n'y a plus d'utilité à aller plus loin parce qu'on arrive à un palier d'efficacité. Donc, comment ça fonctionne? En fait, le corps humain, donc il n'y a pas de, pour le moment, on n'est pas sûr à 100% dans le milieu scientifique de qu'est-ce qui fait qu'une personne va être plus piquée et qu'une autre va être moins touchée dans un même groupe soumis à une même exposition à des moustiques, par exemple. Par contre, on sait qu'il y a un consensus qui dit que c'est plutôt l'acide lactique et le dioxyde de carbone qui est sécrété par la peau qui va en fait attirer et permettre l'atterrissage des insectes sur les hôtes. Le DIT, lui, il va agir, il va venir en fait se poser sur les surfaces sur lesquelles on va le sprayer et il va en fait créer une espèce de film qui va créer une odeur et un goût désagréable pour les insectes.
Ce DIT, il va agir en fait sur les récepteurs de ces insectes. Donc, comment ça fonctionne? Chez les insectes, ils ont trois types de récepteurs. Les récepteurs, donc des récepteurs sensitifs, qui sont des récepteurs de goût, des récepteurs d'odorat et des récepteurs ioniques. Ces récepteurs, on les trouve sur le bout des pattes. On les trouve également sur leurs antennes, leur palpe maxillaire qui correspond en fait à la langue des insectes, et également sur les stylés mandibulaires qui sont les organes qui vont leur servir à piquer. Et en fait, le DIT, il va venir interagir avec plusieurs de ces récepteurs, modifier la réponse aux stimuli olfactifs naturels, et cette interaction va empêcher en fait que les insectes détectent les signaux habituels que l'hôte, donc par exemple l'être humain, mais quand je dis l'hôte, c'est que je considère également d'autres animaux, parce qu'on n'est pas les seuls à se faire piquer, qui pourraient attirer en fait ces organismes. Ça agit également sur le système nerveux des moustiques. Ça empêche le fonctionnement habituel de leurs neurones et ça peut affecter notamment leur système locomoteur. Et pour certains insectes, quelques milligrammes peuvent même entraîner la mort. Donc c'est quand même un produit qui est relativement efficace et ça va souvent agir avec ça va souvent agir en imitant ou en interférant avec les hormones naturelles. Ça peut influencer en fait le système hormonal et se lier à des récepteurs hormonaux ou perturber la signalisation. Donc c'est dans ce cas-là que ça intervient dans notre podcast sur les perturbateurs endocriniens. C'est un composé donc qui s'avère être quand même compliqué puisque c'est un composé qui vise des organismes vivants, qui va interagir avec leurs hormones. C'est un composé qui cible ces organismes-là, mais pour le moment, dans la communauté scientifique, c'est difficile d'être d'accord sur le fait que ça ne touche pas l'être humain ou l'hôte. Donc pour ça, il existe une littérature en fait qui concerne l'impact potentiel du DIT sur la santé humaine et les chercheurs sont assez mitigés parce qu'en fait ça repose principalement sur des rapports de cas. Donc par exemple, il y a eu 43 cas de toxicité en 50 ans. C'est vraiment pas si, c'est vraiment pas énorme, mais c'est quand même 43 cas qu'on ne peut pas ignorer. Et qui inclut en fait des symptômes de type varié. Donc sur le système nerveux central, ça peut être des confusions, des psychoses, des convulsions. Ça peut également toucher le système cardiovasculaire, créer des hypotensions ou des réactions cutanées allergiques comme de l'urticaire par exemple. Donc c'est assez varié, mais c'est quand même des problèmes qu'il faut prendre en compte. Et il a été même trouvé dans certaines études que si on appliquait le DIT en même temps qu'on appliquait de la crème solaire, enfin de l'écran solaire en fait sur la peau, il y avait une absorption supplémentaire de ce DIT dans l'organisme. Donc qui dit absorption supplémentaire dit potentiellement des risques derrière que ce composé puisse avoir des réactions dans le corps. Malgré tout ça, en fait, en 2014, l'Agence de protection de l'environnement a procédé à une évaluation intermédiaire parce que les lois évoluent, les régulations changent et ils ont décidé de réévaluer si ce composé synthétique respectait toujours les normes de sécurité, mais ils n'ont pas été en mesure d'identifier suffisamment de preuves qui pouvaient montrer qu'il existait un risque préoccupant pour la santé humaine pour les espèces qui n'étaient pas ciblées par ce composé ou pour l'environnement. Malgré ça, il y a un chercheur de l'Université de Montréal récemment qui a évoqué le fait que ce composé se retrouvait tout doucement dans l'environnement, dans des lacs, dans les rivières, dans des sources d'eau. On commençait à pouvoir le retrouver, à le quantifier en quantité infime pour le moment, mais si on le retrouve maintenant en fait dans l'environnement, ça peut être dû soit à une utilisation plus forte soudainement de ce composé ou parce qu'il est potentiellement accumulable dans l'environnement. Et si pour le moment, ce n'est pas un problème parce qu'il est en faible quantité, d'ici 10 à 15 ans, ça pourrait l'être, puisque c'est principalement ce sur quoi l'écotoxicologie repose, c'est-à-dire évaluer les risques que peuvent avoir ces composés, la toxicité qu'ils ont, principalement quand on les retrouve finalement des années après et qu'on les étudie une fois qu'ils sont devenus en trop forte quantité dans l'environnement. Voilà, donc de manière générale, le DIT, c'est toujours étudié puisque les données sont actuellement contradictoires. C'est le plus utilisé et le plus efficace. Ça, il n'y a pas à revenir là-dessus. Mais il existe également d'autres composés synthétiques qui existent. N'est-ce pas, Madeleine? Oui, tout à fait. Mais avant de passer aux composés qui ont été développés suite au DIT, je me demandais si vous trois et aussi nos auditeurs, si vous aviez déjà utilisé des produits à base de DIT et si vous étiez au courant de tout ce qu'il y avait derrière, en fait, ces produits-là.
Moi, personnellement, j'utilise le produit de la compagnie Atkin et je savais pas que c'était plus dangereux de le mettre en même temps que ma crème solaire. Donc, je vais probablement changer un peu mes habitudes à ce niveau-là à cause de ces informations-là qu'on a trouvées aujourd'hui. Moi, de mon côté, c'est drôle parce que il n'y a pas si longtemps que ça, je suis allée me procurer du chasse-moustique à la pharmacie. Puis j'ai vu qu'il y avait sur les différentes marques, il y a comme différents pourcentages de DEET. Donc, je trouvais ça quand même assez intéressant de voir que, je ne sais pas si on peut dire que les compagnies commencent à prendre conscience un peu, puis ils essayent de diminuer le pourcentage qu'on met dans les produits. Mais je trouve ça quand même assez intéressant de voir ça. Puis, comme je m'en allais dans une zone où il y avait pas mal d'insectes, je vais aller quand même vers ce qui était avec le DEET parce que je me suis dit que, bon, c'est pas quelque chose que je vais appliquer à chaque jour. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'on peut prendre en considération aussi s'il y a des gens qui utilisent du château aussi peut-être à chaque jour, peut-être aller vers d'autres alternatives, si c'est juste une fois de temps en temps. Ben, je sais pas. Je sais pas si dans vos recherches, vous aviez vu des données par rapport à ça. Mais moi, ça a été un petit peu ma réflexion que j'ai eue quand j'ai fait mon achat. Je pense qu'il existe des régulations en fait par rapport aussi au fait que déjà sur les bouteilles, c'est pareil pour tout produit composé synthétique. Il y a des limitations à respecter, on va dire, comme le fait de ne pas l'appliquer trop souvent ou pour les enfants d'appliquer des doses qui sont peut-être plus faibles. C'est peut-être pour ça aussi que ça a été développé également. Mais je suis assez d'accord avec toi. Alors, je ne suis pas tombée sur des recherches qui en parlaient spécifiquement, mais je suis d'accord avec toi que le temps d'exposition, le nombre de fois où on y est exposé, ça change en fait la façon dont on doit l'utiliser. Si c'est occasionnellement parce que tu vas camper une fois ou deux dans l'été et que tu achètes ta bouteille de DEET pour être protégé pendant tes 3-4 jours de camping, je dirais que l'utilisation est correcte, même si tu prends un pourcentage plus fort. Maintenant, si c'est quelqu'un qui vit dans une région où il y a énormément de moustiques tout l'été et qui doit être protégé pendant tout l'été, s'asperger tous les jours de DEET, c'est peut-être pas recommandé, même par les industries qui le vendent. Euh, c'est possible ne serait-ce que de développer des allergies en fait aux produits parce que ça devient irritant pour la peau à force d'utilisation. J'imagine que ça doit en effet être possible de trouver des alternatives à ce composé-là, au moins pour des périodes plus légères en termes d'insectes. Oui. Ben, justement, on parle de durée d'exposition. Le DEET et les produits, dans le fond, qu'on va utiliser pour la peau, c'est souvent des produits qu'on va dire de courte durée, ce qu'ils vont recommander d'en remettre après, par exemple, 4 heures. Tandis que le produit dont je voulais vous parler aussi, la permétrine, qui a été développée en 1973, c'est un autre produit synthétique qui est utilisé comme répulsif, mais qui est considéré comme longue durée, parce que dans le fond, il va être appliqué sur des fibres et sur des tissus. Donc, comment ça fonctionne? C'est que lorsque le moustique ou encore la tique va s'approcher du tissu traité, il va atterrir ou en tout cas se déplacer sur le tissu. La permétrine va irriter le moustique et va l'inciter à s'éloigner, donc sans avoir eu le temps de piquer ou de mordre. Et c'est vraiment le contact direct de l'insecte qui va provoquer une forte irritation de son système nerveux et peut même jusqu'à aller à une paralysie en bloquant les cellules nerveuses encore une fois. Donc cette fois-ci, c'est un produit qui est appliqué sur des vêtements, sur de l'équipement de camping. Et par exemple, il y a eu un déploiement massif de moustiquaires imprégnés de ce produit-là et de d'autres d'insecticides de longue durée en Afrique subsaharienne, qui a été un facteur majeur dans le déclin rapide des cas de paludisme entre 2000 et 2015. Et au Burkina Faso, d'ailleurs, l'un des pays où le paludisme est le plus répandu en Afrique, il y a un total de 29 millions de moustiquaires imprégnés de produits qui ont été distribués. Donc, c'est pas toujours faut pas toujours voir tout en noir. Il y a aussi des belles avancées qui sont faites au niveau justement de retarder la propagation de maladies dans certains pays où ces insectes-là vont transmettre là, des virus très dangereux. Par contre, ça reste un produit qui est relativement toxique, donc à forte dose, il peut avoir des effets neurotoxiques, comme des effets sur les tremblements, perte de coordination, l'hyperactivité, la paralysie, peut également irriter les yeux et la peau, avoir des effets sur le système reproducteur, altérer le système immunitaire. Et ben, selon l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, souvent appelé l'EPA, c'est un produit qui serait cancérigène chez l'humain. Mais selon les gouvernements, ça change parfois. Par exemple, selon Santé Canada, les vêtements qui sont traités
permétrine ont été approuvés pour les personnes de 16 ans et plus, y compris les femmes enceintes. Par contre, les vêtements traités doivent être tenus hors de la portée des enfants de moins de 16 ans. Par contre, les personnes qui peuvent les porter peuvent faire des accolades ou serrer des enfants dans leurs bras, c'est pas un problème. Il faut éviter de porter un bébé ou un jeune enfant qui pourrait mâchouiller les vêtements, par contre. Donc, tu sais, c'est comme compliqué à gérer tout ça. Pour ce qui est des femmes enceintes ou des femmes qui allaitent, elles peuvent porter le vêtement, mais c'est pas recommandé lors de l'allaitement pour éviter que le nourrisson mâchouille le produit encore une fois. Et fait cocasse selon moi, les vêtements traités à la permétrine n'ont pas été évalués pour la sécurité des animaux de compagnie au Canada. Donc, c'est pas recommandé pour les animaux de compagnie, mais les adultes de 16 ans et plus, c'est correct. Je sais pas si vous avez envie d'aborder ce petit sujet-là. Moi, je trouvais ça très cocasse. Je sais bien qu'un animal de compagnie, quand on lui met un petit manteau sur le dos, a peut-être plus tendance à vouloir le mettre dans sa bouche qu'un être humain. Mais il reste que je trouve ça quand même cocasse que c'est pas recommandé pour les animaux de compagnie, mais ça va pour l'être humain. Oui, c'est sûr. Moi, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'en effet, c'est des animaux qui peuvent potentiellement plus se lécher ou se mordre, ou mordre, enfin, en tout cas, les vêtements qu'ils portent, même s'ils sont habitués à en porter, hein, c'est sûrement qu'une personne de 16 ans et plus, on va considérer qu'elle est suffisamment responsable et adulte pour éviter de... Mais en effet, il y a toujours un risque de pouvoir être exposé, en tout cas via le vêtement, mais les régulations sont ce qu'elles sont, j'imagine. Ouais. Dans le Fonds de santé Canada, ils recommandent, lorsqu'on achète un produit qui est, mettons, identifié comme étant répulsif à insectes, de vérifier l'étiquette du produit parce qu'il va y avoir un numéro de produit de lutte antiparasitaire approuvé par Santé Canada. Donc ça, c'est une façon de vérifier que le produit qui a été ajouté, bon, c'est sécuritaire, j'ai envie de dire. Et c'est aussi une molécule qui est autorisée en Union européenne. Parfois, on a tendance à vouloir se comparer avec l'Europe parce qu'eux sont un peu plus stricts, ce qui est une bonne chose dans certains cas. Donc, c'est aussi une molécule qui est approuvée par l'Union européenne. Donc, malgré qu'il y ait des effets là, sur la santé, c'est quand même une molécule qui est relativement bien vue, si on veut. Par contre, un peu comme Coralie, tu nous as parlé du mélange DEET et crème solaire, il a été vu qu'une exposition d'un mélange de permétrine et de DEET peut conduire à une augmentation des effets de maladie. C'est une étude qui a été faite avec des rats sur des maladies comme des troubles reproductifs, des maladies métaboliques ou des anomalies comportementales. Moi, comment est-ce que je le vois? C'est que j'ai toujours trouvé que les produits qui contiennent du DEET sont très, très forts. Parfois même peuvent affecter les tissus. Donc, j'imagine que de porter un tissu collé à la peau sur laquelle on aurait mis un produit qui contient du DEET, ben cette combinaison-là pourrait comme réagir puis potentiellement avoir des effets plus forts. Puis ce qui est inquiétant, c'est que c'était des effets dans l'étude qui a été faite avec les rats, c'était des effets qui étaient transgénérationnels. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si les parents ont été exposés, les enfants, les nourrissons, les ratons, qui n'avaient pas été exposés au mélange, eux ont quand même eu des effets suite à l'exposition. Donc, c'est quand même assez inquiétant. Je pense qu'encore une fois, ça va nécessiter encore des études. Je pense que ce qu'on remarque surtout, c'est que on n'a peut-être pas assez de données. Comme tu disais, c'est des études de cas, donc c'est un peu plus compliqué à analyser. Mais la recherche mène aussi, évidemment, à la découverte de nouveaux ingrédients, parfois plus sûrs, même plus efficaces. Par exemple, dans le cas des études qui ont suivi la permétrine, ils ont découvert aussi la picaridine, parfois également appelée icaridine, qui cette fois-ci, c'est une molécule qui est plus courante en Europe et en Australie, mais qui a également été approuvée en Amérique, et qui est conçue cette fois-ci pour ressembler à la pipérine, qui est un composé qu'on retrouve dans le poivre noir. Et c'est en fait la molécule active qu'on retrouve dans les produits de la marque Off. Donc, c'est un produit qui est inodore, qui est non gras, non collant, comme un peu comparé, si on veut, aux autres produits qui le sont, et qui est reconnu pour ne pas dégrader justement les plastiques et les tissus. Selon les études, c'est une molécule qui a un effet comparable au DEET. Et d'ailleurs, il était d'abord cru que le produit fonctionnait comme le DEET, en affectant les sens des moustiques, comme Coralie l'a expliqué. Mais en 2019, des chercheurs ont trouvé que la molécule fonctionne différemment finalement. Elle fonctionnerait plutôt en réduisant la volatilité
des odeurs auxquelles elle est mélangée, là, donc les odeurs produites par notre peau, comme Coralie l'a mentionné tout à l'heure. Donc, en réduisant la volatilité des odeurs de la peau humaine, elle masque la capacité de moustiques de détecter là, les odorants et donc d'activer les neurones olfactifs et de le mener à nous piquer. Donc, c'est quand même... moi, ça m'inquiète un peu de savoir que le produit était disponible depuis 1998, mais qu'on a su comment il fonctionnait en 2019. Je ne sais pas si je suis la seule que ça inquiète. Non, c'est clairement inquiétant, mais je pense que parce que j'ai une petite question, là, si ça ne dérange pas. Euh, mais je me demande comment ça se fait que, ben justement, on a des produits comme ça qui sont sur le marché et en fait, on n'est pas certain 100% de comment ils fonctionnent. Je sais, je pense que c'est une grosse question quand même, mais je trouve ça un peu frustrant de savoir qu'on a des produits qui peuvent avoir ou qui peuvent avoir des effets sur notre santé ou simplement des produits pour lesquels on ne sait pas exactement comment ils fonctionnent, puis ils se retrouvent quand même sur le marché. Oui, absolument. Moi aussi, c'est ce que je me dis. J'ai pas la réponse à cette question-là, en tout cas, mais je pense que c'est différent. Tu sais, selon la catégorie de produits, un médicament, ça se retrouverait jamais sur le marché si on n'était pas 100% au courant, je pense, de ce qui se retrouve dedans. Mais là, ici, tu sais, comme on parle de produits pas de soins corporels, mais je pense que selon la catégorie du produit, il y a des réglementations différentes. Puis je pense que c'est un peu à nous d'exiger qu'avant d'être mis sur le marché, le produit doit être sécuritaire puis il doit être compris. Là. Mais vas-y, Coralie. J'allais dire peut-être que les critères de sélection pour ce type de produit ne nécessitent pas de savoir exactement comment ça fonctionne. Peut-être que l'efficacité prime sur euh, le, comment le produit fonctionne. Et finalement, comme tu le dis, ce n'est pas des médicaments, ça ne fait peut-être pas partie de la charte des choses à remplir en fait pour pouvoir commercialiser le produit. Mais après, c'est vrai que j'ai aucune idée de comment ça fonctionne exactement. Mais en effet, je suis d'accord avec toi, c'est le genre de choses que le grand public doit exiger de la part des industriels pour pouvoir faire un peu changer les choses parce que c'est pas tout à fait normal de l'utiliser pendant quelque chose comme 20 ans, plus de 20 ans, avant de savoir pourquoi il fonctionne en fait. Oui, exact. Donc, c'est ça pour ce produit-là. Il n'y a pas vraiment eu d'effets indésirables qui ont été rapportés ni en Europe, ni en Australie, ni, bon, jusqu'à présent en Amérique. C'est un produit qui est d'ailleurs recommandé par l'OMS pour repousser les moustiques vecteurs de paludisme dans les régions où c'est dangereux. Et ça représenterait, selon l'OMS, encore une fois, ça présenterait d'excellentes propriétés répulsives comparables et souvent supérieures à celles du DEET standard, parce qu'entre autres, il y aurait moins d'irritation. Et j'avais lu quelque part aussi que la durée d'efficacité est un peu plus longue pour le DEET. Donc, il faudrait remettre plus souvent les produits avec la picaridine. Mais bon, si c'est moins dangereux puis qu'il faut en remettre plus souvent, est-ce que là, ça annule un peu l'effet? On parlait tantôt d'en mettre une fois de temps en temps versus d'en mettre à toutes les heures. Puis le dernier petit fait cocasse à propos de cette molécule-là, donc il n'y a pas encore beaucoup de données sur sa toxicité, mais on sait qu'il y aurait un effet nocif sur les salamandres. Il y aurait une association avec la mortalité des salamandres. Et ce qui est triste, c'est que les salamandres, c'est un prédateur du moustique. Donc, on est un peu contre-productif. Donc là, ça, c'était pour les molécules plus synthétisées par l'homme, en tout cas. Mais Coralie, il y a aussi des répulsifs plus naturels qui peuvent être utilisés encore aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, par répulsif plus naturel, on parle de composés qui sont créés à partir de produits naturels. C'est des mélanges complexes, en fait, de composés organiques qui sont relativement volatiles. Et par ces produits naturels, je parle en fait d'huile essentielle. Donc, la plus connue des huiles essentielles, tout le monde a ça en tête, c'est la citronnelle. La citronnelle, c'est la plus connue du genre Cymbopogon. J'espère que je prononce ça bien. Mais en fait, c'est un genre dans lequel il y a d'autres types de plantes autres que la citronnelle, mais qui sont utilisées de la même façon et qui ont été traditionnellement utilisées en fait pour repousser les moustiques et tout autre type d'insectes du même genre dans les régions comme la jungle amazonienne, par exemple.
La citronnelle, c'est le genre, enfin, en tout cas le genre de la citronnelle, c'est les répulsifs naturels les plus utilisés dans le monde. Et il est assez efficace par rapport à d'autres types de produits naturels, mais il a un spectre d'efficacité qui est bien moins large que les composés synthétiques dont on a parlé jusqu'à maintenant. Dans le même type que la citronnelle, on a également l'eucalyptus ou les plantes du type basilic qui sont utilisées comme répulsifs, ou encore l'huile de soja qui est souvent, elle, mélangée à des répulsifs comme la citronnelle. Donc, c'est quand même des produits qui plaisent en fait au grand public parce que c'est naturel et donc ça attire beaucoup plus les gens, surtout ces dernières années. Donc, ça va permettre en fait de pousser les industriels à développer plus de produits de ce type-là. Donc ça, c'est quand même pas mal intéressant. Et en fait, à partir de ces composés-là, on peut extraire des composés qui sont donc, je ne sais pas, peut-être que ça parle un peu, ça vous parle un peu, mais des produits comme le cinéol, le limonène ou le camphre ou le thymol. Alors le camphre, c'est une odeur que tout le monde connaît un peu. Si vous connaissez le Vicks, le produit pour quand vous avez un petit rhume, c'est l'odeur principale que vous sentez qui est un petit peu voilà, donc ça, c'est des produits qui sont assez forts et qui vont avoir des effets en fait sur les moustiques, qui sont connus pour leur activité anti-moustique en tout cas. Le petit problème avec les huiles essentielles, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, c'est qu'elles sont considérées, je ne sais pas si c'est le cas pour toutes, mais en tout cas, certaines sont considérées comme des perturbateurs endocriniens et sont d'ailleurs déconseillées chez les femmes enceintes. Donc, c'est quand même à prendre avec parcimonie. Ça, encore une fois, c'est toujours la même chose. Il faut respecter les consignes d'utilisation et c'est l'utilisation, en fait, c'est l'exposition qui va entraîner les effets potentiels. Les huiles essentielles sont considérées comme assez efficaces, mais elles sont plutôt efficaces lorsqu'elles sont fraîchement appliquées, puisqu'elles sont volatiles. Leur effet va avoir tendance à disparaître relativement rapidement comparé aux composés synthétiques. Ce qui fait que jusqu'à maintenant, en fait, c'était des composés qui avaient été un peu laissés de côté lors de la création des composés synthétiques. Maintenant qu'on y revient, les industriels essayent de travailler sur les compositions des crèmes, par exemple, ou des sprays dans lesquels on peut les retrouver pour améliorer en fait leur stabilité et pouvoir conserver les principes actifs sur un plus long terme et une période sur laquelle, une fois appliqué sur la peau, ça a une efficacité prolongée. Pour terminer en fait sur tous ces répulsifs dont on a parlé jusqu'à maintenant, de manière générale, ils ont quand même des effets qui peuvent aller perturber l'organisme, que ce soit au niveau du système endocrinien ou simplement une réaction allergique sur la peau. Donc c'est quand même des produits à prendre en fait avec sur lesquels il faut être en fait. Je trouve pas mes mots. C'est des produits qu'il va falloir prendre avec précaution, je trouve les mots. Suivre les consignes qui sont écrites sur les produits que vous achetez et en effet, limiter les expositions quand il s'agit d'expositions prolongées, limiter cette exposition. D'autant plus que, alors c'est le cas pour le DIT, mais c'est sûrement le cas pour d'autres produits, ça va sûrement être le cas pour d'autres produits. Les chercheurs se sont rendus compte qu'en fait, les moustiques développaient une espèce de résistance au DIT et que cette résistance était acquise et pouvait être transmise de génération en génération, ce qui va poser un problème parce que ça va demander d'augmenter les concentrations ou développer des produits plus puissants. Et qui dit des produits plus puissants, ça peut vouloir dire plus nocifs, plus irritants. Voilà, donc plus les moustiques sont exposés à ce type de composés et plus ils sont susceptibles de développer en fait une résistance qui entraînerait des problèmes sur le long terme pour nous en tout cas. Mm-hmm. Ah oui, je ne savais pas pour la résistance, c'est assez terrible. Puis évidemment, quand on choisit les produits qu'on veut utiliser, on n'en parlera jamais assez dans ce podcast. Une recommandation que nous, on vous offre, c'est d'utiliser l'application Yuka, Y-U-K-A, qui permet de scanner le code barre des produits en magasin et qui, si le produit a été rentré dans l'application, peut vous indiquer là, les différents risques ou non du produit. Donc, moi, c'est ce que j'utilise là, à chaque fois que je recherche un nouveau produit ou une nouvelle catégorie de produits, j'utilise l'application. On n'est pas sponsorisé par l'application, mais peut-être qu'on le devrait tellement on en parle. Donc, encore une fois, pour les répulsifs à insectes, ça peut être une bonne option. Puis bon, on n'est pas les premiers à parler de répulsifs aujourd'hui. C'est pas une nouveauté.
une nouveauté, même que cette année spécifiquement, il y a eu beaucoup, on en a beaucoup parlé. Il y a eu un épisode dans le balado Feu vert sur audio qui était disponible gratuitement, qu'on peut vous recommander si vous voulez en savoir plus. Également, le Cœur des sciences de l'UQAM a également fait une conférence d'1 heure qui parlait des moustiques, pas seulement des répulsifs, aussi de différentes recherches qui se font sur les moustiques. Ça peut être très intéressant si ça vous intéresse. C'est disponible sur leur page YouTube. Mais ça date pas juste d'aujourd'hui non plus. Par exemple, lorsque j'ai fait mes petites recherches, j'ai vu qu'en 2009, Radio-Canada publiait un article qui informait sur les potentiels risques du DEET pour le système nerveux des mammifères. Et dans tout ça, moi, j'ai eu envie de vous raconter la petite histoire de la citronnelle parce qu'il y a eu toute une tollée sur la citronnelle par le passé. Dans le fond, la citronnelle, vous avez peut-être eu l'habitude de l'utiliser comme chasse-moustique. Moi, toute ma jeunesse, je me suis aspergée de citronnelle. Ça sentait bon, puis c'était assez agréable. Et ça éloignait les moustiques. Bon, aujourd'hui, on sait que c'était pas le plus efficace à utiliser. Mais vous aurez peut-être remarqué, si vous êtes au Québec ou au Canada, qu'on n'en retrouve plus dans les marchés. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'au Canada, c'était les laboratoires Druide, une entreprise qui avait l'homologation de Santé Canada pour vendre les répulsifs à base de citronnelle. Et dans le fond, depuis 1995, en fait, ils vendaient ces produits-là. Et en 2014, Santé Canada a estimé que le produit pouvait être nocif pour la santé et a demandé au laboratoire Druide de faire des tests toxicologiques pour avoir la certitude que le produit était nécessaire. Et là, ça a été déploré là, par le président des laboratoires qui disait, bon, Santé Canada nous demande de faire des tests sans aucune hypothèse pour un quelconque danger. Donc, avant de continuer, je veux tout de suite avoir votre opinion là-dessus. Le président des laboratoires qui dit, il n'y a pas d'hypothèse que c'est dangereux, pourquoi vous voulez qu'on fasse des tests? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il n'y a pas d'hypothèse que c'est dangereux. Pourquoi faire des tests? Est-ce qu'il y a des hypothèses que ça ne l'est pas aussi? Donc, que ça n'est... Est-ce qu'il y a des hypothèses que ce n'est pas dangereux aussi? Donc, je pense qu'il faut faire des tests pour savoir si c'est dangereux ou non. On ne peut pas juste prendre pour acquis que parce que c'est naturel ou peu importe que c'est sécuritaire. Il y a peut-être des doses aussi qu'il faut respecter dont on n'est pas au courant. Donc, je pense que dans tous les cas, c'est pas mauvais de faire des tests. Oui, c'est ce que je pense aussi. Juste pour nos auditeurs, on est désolé, il y a un petit souci technique pour la caméra de Zabado et de Marie-Caroline. On peut malheureusement pas le régler, mais au moins vous avez toujours l'audio, donc tout va bien pour ça. Alors, je poursuis avec l'histoire de la citronnelle. Dans le fond, pourquoi est-ce que le président voulait pas s'embarquer dans les tests? C'est que ça aurait pu mener à des coûts jusqu'à 1 million de dollars et les laboratoires Druide se disaient ne pas être en mesure de défrayer de tels coûts. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'en 2004, donc 10 ans plus tôt, Santé Canada avait fait l'évaluation des insectifuges à base de citronnelle qu'on appliquait directement sur la peau. Et ce qui en avait sorti, c'est que les données de leur utilisation n'étaient pas suffisantes pour justifier une homologation en continu. Donc, il fallait à chaque tranche de certaines années refaire des tests. C'est ce que ça voulait dire. Toutefois, comme il n'y avait pas détecté non plus de risque pour la santé, ils avaient décidé de ne pas retirer les insectifuges non plus du marché jusqu'à ce qu'une autre décision soit prise. Et pour ce faire, bon, le Santé Canada s'était basé sur un comité de scientifiques indépendants. Et j'ai ici une citation justement d'un membre de ce comité-là, le professeur Sam Cassiou, qui est directeur associé en toxicologie à la faculté de médecine de l'Université d'Ottawa, qui disait que nous n'avons jamais dit qu'il fallait bannir la citronnelle. La décision de Santé Canada n'est pas basée sur des évidences scientifiques. En fait, ce comité d'experts-là avait évalué la dangerosité de la citronnelle et avait conclu que les inquiétudes étaient non fondées. D'ailleurs, aux États-Unis et en Europe, elle est classée comme non toxique et inoffensive. En fait, une autre membre de ce comité, la professeure Michelle Bouchard de la chaire d'analyse et de gestion des risques, avait dit en fait, les gens ne mangent pas le chasse-moustique, mais Santé Canada, c'est énormément basé sur une étude où les rats étaient malades après avoir ingéré les composés de la citronnelle. Donc, c'était une étude. Comment? Okay.
Je continue. Donc, la professeure Bouchard avait justement relevé ça, que Santé Canada semblait se baser sur une étude qui n'était pas tout à fait comparable avec le produit en tant que tel, puisqu'on applique le produit sur la peau et non pas, on n'utilise pas pour ingestion. Et ça a mené même à des accusations de la part de M. Denis Morin, qui était porte-parole du parti NPD en santé et qui accusait Santé Canada de céder sous la pression des lobbies favorables au DEET, qui était la substance insecticide utilisée là, partout dans le monde. Et il disait que c'était une décision arbitraire qui faisait plaisir aux lobbies pour retirer un choix aux consommateurs, puisque seulement le DEET serait en vente sur les tablettes. Pas tout à fait vrai, on sait qu'il y avait d'autres molécules aussi, mais il reste que ça a vraiment fait beaucoup parler en 2014 et le plus cocasse, si on veut, c'est que l'année suivante, en 2015, Santé Canada est revenu sur sa décision de bannir les chasses moustiques à base de citronnelle, suivant une révision qui a mené au renouvellement de l'homologation jusqu'en décembre 2020. Ah, décembre 2020. Moi, j'en ai pas entendu parler en décembre 2020, mais pas du tout. Faut dire que les journalistes avaient d'autres chats à fouetter en décembre 2020 que de parler de la citronnelle. Et j'ai donc cherché, et la seule chose que j'ai trouvée, c'était un article de Protégez-vous en 2022 qui expliquait que les produits à base d'essence de citronnelle ne sont plus homologués comme insectifuge personnel au Canada, information qui avait été confirmée par Santé Canada dans l'article. Donc, ça a fait pas mal moins de bruit une fois que en 2020 ou en 2021 ou même en 2022. En fait, moi, c'était la première fois que j'en entendais parler. Et aujourd'hui, ben, on retrouve des produits plutôt à base d'huile essentielle d'eucalyptus citronné, comme Coralie nous a parlé. Même la compagnie Druide en vend. Je suis allée voir sur leur site internet. Il n'y a plus de produits à base de citronnelle, mais on retrouve les produits d'eucalyptus citronné. Donc voilà, c'était la petite histoire de la citronnelle qui a fait une tollée en 2014, mais dont on n'a plus entendu parler même en 2020. Je ne sais pas si vous aviez remarqué qu'on n'avait plus ces produits-là sur les tablettes, en tout cas au Québec, au Canada, malheureusement. Ailleurs dans le monde, je crois que ça se vend encore. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Personnellement, du coup, moi, je n'avais pas vu tout ça. Je n'étais pas dans le pays à ce moment-là. Et en France, c'est vrai que c'est des produits quand c'est la période de l'été, hein, c'est des produits qui se vendent énormément, tout un tas de produits à base de citronnelle. Donc, c'est quand même étonnant que ce soit complètement, en fait, banni, c'est peut-être mort, mais non homologué, en tout cas, pour le Canada. Est-ce que c'est tout le Canada ou est-ce que c'est que le Québec? Si c'est Santé Canada, techniquement, c'est tout le Canada, oui. D'accord. Peut-être pas forcément justifié, c'est étonnant. Oui. Et donc, autrement... J'ai une question pour Motus. Bisavado. Ok, oui. J'ai j'ai remarqué que généralement, chez nous, en Afrique, quand on applique les répulsifs sur la peau, il y a une durée de validité en fait. Généralement, les répulsifs ne dépassent pas 3 heures ou 4 heures. Maintenant, avec souvent ces piqûres des moustiques là, est-ce que le fait d'essayer d'appliquer à nouveau, à maintes reprises, les répulsifs sur la peau, est-ce qu'il ne peut pas avoir des soucis? Ma deuxième préoccupation, Coralie avait déjà parlé de ça, la résistance des moustiques. Au fur et à mesure que les moustiques posent des résistances envers certains répulsifs, et il va de soi que les entreprises, en essayant de fabriquer des nouveaux répulsifs, essaient de voir quelles sont les nouvelles molécules qui seront plus puissantes et qui seront utilisées afin de pouvoir repousser ces insectes. Et l'utilisation de puissantes molécules afin de pouvoir rejeter ou bien repousser ces insectes peut aussi indirectement avoir des effets sur ce que l'on appelle dans notre jargon le microbiote cutané, qui est généralement composé de plus de 1000 bactéries qui sont en symbiose et qui facilitent vraiment la sécrétion de l'hormone principale qui gouverne la peau. J'ai nommé la mélatonine. Donc, je me dis que bon, avec ces
deux soucis-là, la résistance des moustiques plus la durée de validité du répulsif sur la peau, est-ce qu'à long terme, on ne peut pas avoir des problèmes de santé publique majeurs même de par le monde? Merci bien. Ouais, moi, je pense que c'est des très bonnes questions, puis je pense que moi, ça m'inquiète. J'ai pas la réponse, mais je pense que oui. Je pense qu'il y a peut-être pas assez de gens qui se posent la question et qui se la posent dans le laboratoire en faisant des tests puis en faisant des analyses. Puis, Il y a toujours le problème de dire qu'au final, alors certes, c'est jamais agréable de se faire piquer, mais il y a des pays dans lesquels c'est pas tant un problème. Il y en a d'autres dans lesquels une piqûre de moustique, c'est symbole enfin, c'est significatif d'être potentiellement contaminé par une maladie, on va dire, assez grave, avec des répercussions importantes sur la santé. Ça reste quand même quelque chose qui doit être développé. Et je suis d'accord avec toi qu'en effet, plus on va avoir en fait des résistances à ces produits chez les insectes, plus il va falloir développer quelque chose de puissant. Et au final, ça va être le même problème dont on a parlé il y a quelques années. Là, ça revenait sur la table avec les antibiotiques, où plus on en utilisait, plus les bactéries devenaient résistantes, etc., etc. Et au bout d'un moment, ça va finir par être problématique parce qu'on sera plus capable d'aller au-delà sans se rendre malade soi-même, en fait, au final. Mais malheureusement, c'est quand même un sujet qu'on ne peut pas ignorer. On ne peut pas arrêter de produire des anti-moustiques. Donc, c'est quand même assez compliqué de balancer ça, je suppose. Ben, on peut pas arrêter d'en produire, mais il y a certaines alternatives aux répulsifs chimiques. Oui, en effet. Alors, en effet, il existe des alternatives aux répulsifs chimiques. Je ne sais pas à quel point ça pourrait compenser complètement pour ces pour ces composés synthétiques, mais déjà simplement dans les alternatives qui existent, la plus simple en fait à mettre en application, c'est les barrières physiques. Simplement s'équiper, s'habiller de manière à porter des vêtements longs, de s'équiper de filets pour une randonnée, un camping. Voilà, ça, c'est facile à mettre en application et c'est peu coûteux. Et en plus, il n'y a pas de risque d'exposition à quoi que ce soit. Il faut savoir également que les zones avec des eaux stagnantes vont être des nids à moustiques, puisqu'en fait, les moustiques vont aller pondre dans les milieux d'eau stagnante. Donc, mettons, si vous décidez d'aller faire une randonnée ou un camping, et que faut prendre en considération le fait que si vous êtes près d'un étang ou d'un lac, il y a des chances qu'il y ait plus de moustiques ou d'insectes que dans une zone en pleine forêt. C'est également un problème à considérer chez vous si vous avez des plantes, des pots vides, des pots de plantes vides et des conteneurs qui sont à l'extérieur et qui peuvent contenir de l'eau de pluie. C'est des choses qu'il faut penser à vider pour éviter en fait la prolifération de moustiques. Maintenant, ça, c'est difficile. Ça ne va pas empêcher les pays dans lesquels il y a de fortes proliférations de moustiques porteurs de maladies. C'est juste des petits trucs pour chez nous. Mais il existe, donc je vais reparler rapidement en fait des huiles essentielles. Donc, les huiles essentielles, ça reste quand même une alternative un peu plus sûre et un peu moins toxique. C'est censé avoir un impact environnemental un peu moindre et ils sont techniquement biodégradables. Alors, ça dépend de de la formulation du composé avec lequel ils sont liés, la crème, le spray. Il n'y a pas que les huiles essentielles à l'intérieur, souvent, c'est mélangé à d'autres composés pour leur stabilité. Et puis parce que c'est plus facile aussi à disperser s'ils ne sont pas tout seuls. Mais malgré tout, c'est censé être quand même un peu plus sécuritaire et un peu plus écologique que les autres alternatives, les autres composés synthétiques dont on a parlé jusqu'à maintenant. Et puis, c'est censé avoir moins de problèmes sur la santé également. Le problème, comme je l'ai évoqué plus tôt, c'est leur stabilité et le fait qu'ils ne vont pas être efficaces sur du long terme. Et c'est quand même l'objectif majeur en fait actuellement, c'est de pouvoir prendre ces composés et les rendre efficaces sur du long terme, ou au moins aussi efficaces que ce qu'on trouve avec les composés synthétiques, de manière à en fait avoir une alternative réelle à ces composés synthétiques. Il existe également, alors dans nos recherches, on a trouvé deux autres procédés, d'objets qui peuvent être utilisés en fait comme alternative. Le premier, c'est quelque chose qui s'appelle l'ATSB, donc Attractive Toxic Sugar Bait, qui correspond à des appâts sucrés attractifs et toxiques, qui sont en fait des appâts sucrés dans lesquels
c'est comme un objet dans lequel il y a en fait un composé sucré, une solution sucrée contenant en fait un agent anti-moustique. Ça va attirer les moustiques et ça va en fait les piéger et les tuer. C'est un système qui est assez simple et abordable et qui a été testé au Kenya et au Mali et qui semble être efficace. J'imagine que ça doit être produit en grosse quantité pour pouvoir compenser des nuées d'insectes, mais ça a l'air d'être un dispositif efficace. Il existe également le Thermacell, qui est donc en fait, je crois que c'est le nom, c'est la marque du produit, mais c'est un genre de diffuseur portatif dans lequel qui contient une cartouche de méthoflutrine, qui est en fait une molécule qui fonctionne comme le DIT, qui va venir perturber l'essence de l'insecte. Et c'est quand même un produit qui est un petit peu problématique pour l'environnement parce que il va être très toxique pour les invertébrés et les poissons. Donc, c'est pour les invertébrés, pardon, tout court, les poissons, les abeilles. Mais techniquement, c'est pas un produit qu'on est censé déverser dans l'environnement, c'est quelque chose qui est censé être diffusé. Donc, c'est une alternative qui permet en fait d'avoir une diffusion dans l'air dans un espace assez restreint et qui permet en fait d'avoir une zone dans laquelle vous allez être protégé d'une exposition en fait à des insectes. C'est le méthoflutrine, contrairement aux autres, il n'y a pas eu de vrai aux autres composés synthétiques, ils n'ont pas en fait trouvé pour le moment de vrais problèmes sur la santé. Ça peut causer une irritation minime des yeux. C'est pas censé être irritant pour la peau et ça n'a pas provoqué de réaction allergique jusqu'à maintenant. Mais c'est un produit qui est assez récent, donc pour le moment, c'est encore quelque chose qui doit probablement être étudié. Mais jusqu'à maintenant, ça reste une alternative qui, selon Santé Canada, est sécuritaire et plus écologique que les composés synthétiques dont on a parlé précédemment. Que par hasard, vous auriez entendu parler de ces alternatives ou est-ce que vous auriez d'autres alternatives en tête qui vous viennent sur est-ce qu'on peut utiliser? Moi, de mon côté, d'autres alternatives, pas vraiment. Je pense qu'on a pas mal, ben, je sais pas. Je pense on en a nommé plusieurs. Mais je pense que c'est toujours bon de savoir qu'on a quand même différentes options qui sont disponibles, ben, qui sont à notre disponibilité. Puis justement, comme on en parlait plus tôt, là, selon la situation de chacun, je pense qu'il faut s'ajuster, puis s'ajuster les produits qu'on utilise. Donc, c'est bon de savoir qu'il y a autant de choix, là, ouais, autant d'options sur lesquelles on peut utiliser pour se protéger des moustiques. Moi, j'avais un peu entendu parler là, des diffuseurs, mais je savais pas justement à quel point ça avait été étudié. Fait que je pense que si on a ce genre de produit à la maison, ben, c'est peut-être de pas passer la journée avec non plus, parce qu'on sait pas encore quel effet ces molécules-là, parce qu'on les respire, je veux pas, si on est protégé par un dôme créé par le produit, c'est sûr que nous, on respire la même air que le moustique. Donc peut-être pas passer là, des trop longues périodes sous ce produit-là. Puis moi, je pense que si j'ai des choses à retenir aujourd'hui, là, c'est entre autres que le mélange de certains produits peut être plus dangereux. Fait que moi, je vais peut-être surtout retenir ça, puis les barrières physiques. On dirait que j'y pensais pas aussi souvent. Pourtant, au niveau, mettons par exemple, moi, la crème solaire, j'utilise des crèmes solaires minérales, donc c'est vraiment une barrière physique au lieu de chimique. Fait que je vais peut-être essayer de faire la même chose avec mon répulsif insecte, d'essayer d'avoir des barrières plus physiques. Puis, je dirais qu'il ne faut pas diaboliser non plus tous ces composés. Ils ont une utilité jusqu'à maintenant, ils se trouvent être efficaces. C'est toujours une histoire de quantité, donc juste respecter. Pour le moment, je dirais respecter les limitations qui sont inscrites sur les produits, puis se tenir au courant. C'est vrai que c'est toujours intéressant de savoir si les produits deviennent classés ou pas et pour quelles raisons. Donc, Bon, ben si tout le monde a terminé, on pourrait dire que c'est tout pour aujourd'hui.
Donc, on vous remercie tous d'avoir écouté le balado Disrupted et on se dit à la prochaine fois. Entre-temps, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur notre page Twitch, notre page YouTube et n'hésitez pas à nous écrire pour nous suggérer des sujets d'épisodes ou nous poser des questions. On adore vous répondre et on sait, qui sait, on pourrait peut-être répondre à votre question dans un prochain épisode. Donc, à la prochaine!